Bien. Bien, mes chers amis. Hier, vous avez vu, je vous ai donné une vidéo de Galilée. Une vidéo, en fait, qui reprenait une scène. Alors, on ne sait pas si c'est une scène réaliste, hein. Une scène où Galilée expliquait à un collège de personnes, en fait, remettait en question l'une des théories de Galilée devant un collège. Remettait en question l'une des théories d'Aristote devant un collège de personnes. Et donc, il s'agissait de dire, est-ce que lorsqu'un corps chute, sa progression dépend de sa masse? Aristote l'avait dit. Aristote avait dit en fait que lors de la chute d'un corps, sa progression dépendait de la masse. Voilà. Et Galilée essayait de démontrer que ce n'était pas le cas, que si vous prenez des corps qui sont compacts pareils, vous obtiendrez le même résultat. C'est ce que Galilée disait. Donc là, on parle évidemment d'une chute dans le vide. Maintenant, il expliquait pourquoi Aristote avait obtenu un résultat différent. Aristote avait comparé, je crois, une pierre avec une feuille. Et évidemment, lorsque vous comparez une pierre et une feuille, la pierre est un objet compact et la feuille un objet plutôt étalé. Ce qui veut dire qu'il y a une notion qui rentre en compte, c'est la notion de résistance de l'air. Et la résistance de l'air ne dépend pas de la masse, mais dépend de ce qu'on appelle la surface du mètre couple, c'est-à-dire la prise à l'air, la surface de prise à l'air. Voilà. C'est pour ça que vous remarquez d'ailleurs que les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus effilés devant. Ils ont une certaine courbure, c'est pour augmenter la pénétration dans l'air, la pénétrabilité, donc réduire la traînée. Voilà. Donc voilà à peu près de quoi il est question. Donc, je me suis permis pour expliquer aux gens la différence entre une chute libre normale et une chute libre avec résistance de l'air. Donc je reprends ici la tour de Pise, parce que Galilée avait fait son expérience sur la tour de Pise où il avait jeté deux objets de masse M et M'. Et il a constaté que les deux étaient arrivés au sol au même moment. Voilà, bon, ça c'était juste pour le fun. Donc vous remarquez là que on a F, la force de frottement, et P qui est le poids de l'objet. Voilà. Maintenant, la force de frottement, comment on la calcule? Il y a deux types de modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle de Stokes. Le modèle de Stokes postule que la force de frottement est directement proportionnelle à la vitesse. Et le modèle de Newton postule que la force de frottement est proportionnelle au carré de la vitesse. Je pense pour ceux qui ont fait un peu de science, ils savent tous que c'est le modèle de Newton qui est le plus réaliste. Donc, c'est le modèle de Newton qu'on va prendre. Ce qui permet de venir l'équation du mouvement, somme des forces extérieures. L'équation du mouvement, c'est somme des forces extérieures égale à masse fois l'accélération, principe fondamental de la dynamique. Quand vous projectez sur l'axe Y que j'ai défini comme ça donne mg moins F est égal à ma. Maintenant, comme on sait que F est égal à kv carré, d'accord, et que kv a tendance à aller dans l'autre sens, donc ça donne mg plus F plus kv carré, qui est... Tiens, ça, il fait tellement froid. Donc en projection, ça donne ceci. On obtient finalement l'équation que vous voyez là. D'accord? Donc en remplaçant évidemment F par kv carré et tout, on finit par obtenir l'équation que vous voyez. C'est ça l'équation différentielle du mouvement. Voilà. Bien. On appelle cette équation, si vous faites passer le G de l'autre côté, ça vous donne une équation de la forme, ça a la forme d'une équation de Riccati. Équation de Riccati, regardez. Donc c'est l'équation de Riccati. Une des solutions particulières de l'équation de Riccati, c'est une solution où on a V qui est constant. Si V est constant, ça veut dire dV sur dt égale 0. Et donc ça donne V égale à la racine de Gm sur K. Maintenant, je vais faire ce changement de variable. Je vais poser que U est égal à V plus Mg sur K. Et j'impacte ça dans l'équation. Ça vient me donner l'équation-ci. Que vous voyez. Qui est une équation de Bernoulli. On appelle ça l'équation de Bernoulli. Maintenant, j'ai divisé toute l'équation de Bernoulli par le U au carré. Ça donne ça. Donc vous avez bien vu. Hein? Donc je laisse encore la page. Vous pouvez faire pause dessus et regarder. Donc je vais à la page suivante. En divisant l'équation de Riccati, l'équation par U au carré, de Bernoulli par U au carré, j'obtiens ceci. Bah putain. J'obtiens ceci. Vous voyez? Ça se voit bien là. Voilà. Donc j'appelle ça équation numéro 3, bien sûr.
Donc, on obtient cette équation-là. Maintenant, je pose que Z est égal à 1 sur U. Quand je transforme l'équation, quand je remplace Z dans l'équation, j'obtiens une équation de ce type. Z' moins KZ est égal à K sur M. On a évidemment toujours une solution particulière dans le cas où Z est égal à constante. Donc dz sur D est égal à 0. Ça donne Z égale à moins 1 demi de MT de racine de K sur MG. Maintenant, solution sans second membre. C'est-à-dire on suppose effectivement la même équation, mais on oublie le K sur M qui est de l'autre côté. Ça donne une solution en exponentielle. Les gens qui connaissent ça, la formule lambda f' plus lambda f est égal à 0, c'est une équation différentielle qui donne une solution en exponentielle. Vous le savez tous, ceux qui ont fait terminale. Donc on obtient une équation générale. L'équation générale, c'est toujours la somme de l'équation sans second membre avec l'équation avec la solution particulière. Donc on obtient ça, ça donne la relation numéro 5. Donc voilà dans la forme de Z. Je rappelle que Z ici, ce n'est pas la vitesse. On a opéré plusieurs changements de variables pour en arriver là. Donc maintenant, calculons l'expression déduisons dans l'expression de la vitesse. Pour ça, il faut d'abord repasser de Z à U. D'accord? On avait dit que Z est égal à 1 sur U. Donc ce qui veut dire que U est égal à 1 sur Z. Et on a aussi rappelé que V est égal à U plus racine de mg sur K. Donc ce qui veut dire que V est égal à 1 sur Z plus racine de mg sur K. Ça donne donc l'expression de V de T qui est là. V de T en fonction de T. Voilà. Il faut trouver lambda, puisqu'il y a des constantes derrière qu'il faut trouver. On trouve lambda en sachant par exemple que comme c'est une chute libre, à t égale à 0, v est égal à 0. En remplaçant tout ce bidule dans l'équation, on obtient lambda est égal à 1 demi de racine de k, moins 1 demi de racine de k sur mg. Donc voilà donc l'expression de la vitesse qui donne ça. Qu'on peut évidemment simplifier en remplaçant tous les exponentiels bidules là par la tangente hyperbolique. Vous savez, non? Tangente hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. Et le sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique, autant pour moi. Et le sinus hyperbolique, vous savez ce que c'est. Hein? Exponentielle x plus exponentielle x moins exponentielle x moins x sur 2. Hein? Donc ceux qui connaissent cosinus hyperbolique de x, exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Voilà. Donc c'est les gens qui... Ça donne donc ça. Donc tangente hyperbolique, c'est évidemment le rapport du sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique. Donc la vitesse en fonction du temps, c'est racine de mg sur k, tangente hyperbolique de racine de gk sur mt. Donc je rappelle ici que k c'est le coefficient de frottement, donc qui dépend de la géométrie du corps et qui dépend de sa forme, qui dépend de la géométrie et de la surface de prise à l'air, ce qu'on appelle le mètre couple. Voilà. C'est pour ça que l'avion a un bout pointu. Vous ne pouvez pas avoir un avion avec un bout plat. C'est pas possible. Il consommerait 3 à 4 fois plus de carburant. Donc c'est pour ça que l'avion a un bout pointu, ce qui veut dire que ce coefficient dépend effectivement de la forme. Donc la vitesse de l'air dans une chute soumise au poids et à l'air. C'est ça. Maintenant, je vous démontre en fait que de cette formule 7 là que vous voyez, on peut déduire l'expression de la chute libre si on part du principe que la résistance de l'air est très faible. Par exemple, si la résistance de l'air est très faible, ça veut dire que l'argument, c'est-à-dire que le paramètre qu'il y a dans le tangente hyperbolique, là, le gk sur m, est proche de 0. Et ceux qui ont fait du développement limité savent qu'autour de 0, tangente hyperbolique de x est égal à x. Donc, si on remplace ça dans l'équation 7, ça nous donne ce que vous voyez, la v de t égale à ça. Donc, ça vous donne v de t est égal à gt, qui vous donne bien une formule de chute dans l'air, de chute libre, qui vous donne la vitesse de l'air, la vitesse d'un corps soumis à une chute libre, v égale à gt. Vous voyez donc que ce n'est pas très simple. Vous voyez que, suivant qu'on prend en compte la résistance de l'air ou pas, vous voyez que l'expression de la vitesse n'est pas la même. Pas du tout. Mais on permet quand même de s'assurer qu'on est sur la bonne voie quand on prend certaines considérations et on vérifie que ça donne ce qu'on connaît. Donc, résistance de l'air négligeable, gk sur m négligeable, donc tangente hyperbolique de x égale à x, et donc on multiplie tout ça, on obtient v égale à gt. Voilà, ça donne le récapitulatif que vous avez en bas. C'est pareil, maintenant on va déduire la position. La position, c'est l'intégrale de la vitesse. Dans la position, en fait, quand on intègre, donc je ne vais pas vous rappeler tout le Bataclan, ça va me donner beaucoup de feuilles. Yt est égal à m sur k log logarithme de cosinus hyperbolique de racine de gk sur mt, plus une constante. Donc tout à l'heure, il y a un certain Alexis Photo, je ne sais pas si c'est un Photo qui mettait g de t constante là. Oui, moins 1 demi gt carré plus k, qui est le k, la constante, évidemment, c'est la position initiale, c'est la hauteur à laquelle tu lances le corps.
Et donc, moins 1,5 de gt carré, c'est le taux de diminution. Donc, ici, là, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Hein. On a M sur K, ln de cosinus hyperbolique de GK, de racine de GK sur MT. Voilà donc l'expression totale là que je rappelle en rouge. Maintenant, remarquons, pour amener ça au cas, est-ce que de cette formule, on peut déduire ce qui se passe si on est dans un cas de chute libre? Eh bien, observons. Observons que si l'argument du cosinus hyperbolique, c'est-à-dire le GK sur MT là, est très inférieur à 1, eh bien, on sait que cosinus hyperbolique de x est égal à 1 moins 1,5 de x au carré. Ce qui veut donc dire que y de t égale à m sur k log de 1 moins blablabla, blablabla, on fait la simplification, ça donne y de t égale à moins 1,5 de gt carré, mon cher Alexis Fossi. D'accord? Donc vous remarquez qu'on a les deux cas de figure. Dans le vide, c'est un moins 1,5 de gt carré. Et quand on n'est pas dans le vide, c'est-à-dire que quand on a la résistance de l'air, eh ben on a du mk log de cosinus hyperbolique de racine de gk sur mt. Voilà, ça c'est la solution générale. Vous voyez donc que quand on est dans le vide, le coefficient de frottement il disparaît tout seul. Vous voyez que ça ne dépend plus de k. Ça ne dépend plus de m, ça ne dépend plus de k, tout ça disparaît. Donc on constate que la masse n'influence pas le mouvement. La masse n'influence le mouvement que lorsque la résistance de l'air est importante. Maintenant, calculons la durée de la chute. Pour calculer la durée de la chute, c'est la fonction inverse de la position. C'est-à-dire que vous mettez y de t égale à m sur k machin bidule, vous cherchez à déduire t en fonction de y. Eh bien, c'est ce que j'ai fait dans le cas suivant. Ça vous fait partie sur le, ça fait appel à l'argument du cosinus hyperbolique, ce qu'on appelle l'arc de cosinus hyperbolique. C'est ce qu'on appelle l'arc de cosinus hyperbolique. Hein. Donc A cos H, c'est argument de cosinus hyperbolique. Donc ça vous donne ça. Donc on obtient l'équation, on obtient que le temps est égal à racine de m sur gk, argument arc cosinus hyperbolique de exponentielle k sur my. Voilà. Donc c'est ce que vous obtenez en fait. Maintenant, je m'arrête là. Je vous ai donné toutes les expressions. Hein? Maintenant, je vous demande de faire la comparaison avec une masse d'acier d'1 kg et de 100 kg si on les jette. Voilà l'expression de V de t, Y de t et l'expression du temps. Vous me comparez tout ça. Maintenant, je vous donne des indications. Parce que là-dedans, il y a le coefficient K. Comment il faut le trouver? Eh bien, ça, vous avez besoin de la géométrie du solide. Donc, le coefficient K, selon que c'est une sphère ou un cylindre, c'est pas pareil. Ça dépend en fait du coefficient de traînée là que vous avez, qu'on appelle le CW que j'ai mis là. Donc je vais donner une expression de K, ce qui veut dire que si je dis une masse d'1 kg, une masse de 100 kg, vous devrez me trouver le rayon de cette sphère là. Et en fonction de ça, déduire le coefficient K qui est là, en prenant un coefficient de traînée que vous pouvez trouver sur internet. Un coefficient de traînée d'une sphère dans l'air, coefficient de traînée d'une boule, selon que la boule est lisse, selon qu'elle est rugueuse. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Donc je vous demande de me faire tout ça et me faire le calcul. Vous avez demandé qu'on soit scientifique, eh bien j'ai fait le plus dur. Je vous ai donné les expressions. Maintenant, calculez-moi les bêtises. Voilà. Allez, à tout à l'heure.